Aujourd'hui, on va parler vidéoprojecteur. Et pour ça, je suis avec Sylvain qui en a testé des dizaines, que dis-je, des centaines. Au moins. On vous a sélectionné les meilleurs pour tous les goûts et pour tous les prix. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Déjà, avant de donner les noms des modèles, Sylvain, est-ce que tu peux me faire juste un petit point récap des différentes technologies qu'on va aborder aujourd'hui et celles, on va dire, qui sont meilleures que les autres? Alors, il y a deux technologies en gros sur les vidéoprojecteurs. Il y a ce qu'on appelle les modèles DLP. Ouais. Et les modèles LCD. Oh là là. Sachant qu'à peu près le marché aujourd'hui est réparti sur 90% de vidéoprojecteurs qui sont en DLP et 10% en LCD. Lequel est le meilleur? Il n'y a jamais de meilleur en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans l'un comme dans l'autre. On va dire que sur les modèles DLP, l'avantage c'est d'avoir des couleurs très vives, avec des très bons contrastes. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir certaines personnes sont sensibles à ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel. C'est-à-dire que voilà, sur des objets qui bougent rapidement, sur des objets clairs qui bougent rapidement sur des fonds sombres, on peut voir, ou sur certains sous-titres, des petits effets d'arc-en-ciel, en fait, l'œil... Je pense qu'on l'a tous un peu vécu, peut-être. Il y a des personnes qui y sont sensibles, beaucoup plus ou moins d'ailleurs, et d'autres qui n'y sont pas du tout sensibles, donc ça leur pose aucun souci. Donc pour ces modèles-là, ils peuvent aller là-dessus, pas de souci. Pour savoir si on est sensible, on va quoi? On va dans un magasin, à la Fnac ou quoi? L'idéal, c'est d'essayer, voilà, ou chez un copain ou une copine, ou voilà, d'essayer, de tester la chose. Si on voit quelque chose, c'est que, voilà, si on voit des petits arcs-en-ciel à droite ou à gauche, c'est que potentiellement on est sensible. Il faut voir si on est sensible ou pas. Parce que moi, perso, je les vois, et ça me dérange pas du tout. Oui, après, voilà, on peut s'en accommoder aussi. L'avantage de la technologie DLP, c'est qu'elle est aussi moins chère que la technologie LCD. La technologie LCD, donc du coup, transition, est fabriquée essentiellement, et d'ailleurs quasi exclusivement par Epson. Et en l'occurrence, là, du coup, il n'y a pas du tout cet effet arc-en-ciel. Par contre, on a des contrastes qui sont moins profonds que la technologie DLP. On a des couleurs très vives aussi. Et ça donne une qualité d'image excellente. D'accord, ok. Donc les deux sont bons, n'ont pas les mêmes avantages, pas les mêmes inconvénients. Un peu plus cher pour le LCD, du coup. Si quand même. Un modèle comparable. Eh bien, écoute, Sylvain, je te propose de passer à la première catégorie. Quel est le meilleur vidéoprojecteur à moins de 500 €? C'est sûrement celui que les gens vont acheter. Ouais, certainement. Alors après, ça dépend vraiment du budget et finalement des besoins qu'on en a. Qu'est-ce qu'on veut faire avec son vidéoprojecteur? Parce que on se rend compte, on va en parler tout au long de cette vidéo, qu'il y a des modèles qui sont compacts, des modèles qui sont ultra courte focale, qu'on place juste à quelques centimètres du mur ou de l'écran, et des modèles qui sont, on va dire, à focale classique, on appelle ça, qui vont être installés plutôt sur une table basse, ou alors carrément en fond de salle, accrochés au mur, sur une étagère, effectivement. Alors, c'est un peu les catégories. Quel est le meilleur à moins de 500 €? Pour moi, la recommandation, c'est le XGIMI Mogo 3 Pro. Qui est à 499 € à peu près dans les différents e-shops, on appelle ça. Je l'ai là, voilà. Ceci n'est pas une canette, ceci n'est pas une boîte ou une enceinte portable, ou autre chose, une enceinte portable. Très compact, donc on peut le voir. Et sa particularité, c'est qu'en fait, voilà, quand il n'est pas utilisé, on le range comme ceci. Quand il est utilisé, on peut l'incliner comme ça, et donc du coup le projeter son film, sa vidéo, son documentaire, voire même sa présentation PowerPoint sur ce vidéoprojecteur. Donc il est nomade, ce vidéoprojecteur, parce qu'on peut le ranger. Exactement. Alors il fonctionne sur batterie ou pas? Alors il fonctionne pas sur batterie, non. Il est vendu avec potentiellement un accessoire qui est sur la forme d'un pied en fait, qui mesure à peu près 1 mètre de hauteur sur un trépied qui assure sa stabilité quel que soit l'angle du sol. Et du coup, en fait, dans ce pied, il y a par contre une batterie. Donc, on a le côté nomade avec la batterie dans le trépied. Ça, c'est une bonne idée de la part de la marque. Ouais, c'est plutôt intéressant, effectivement. Alors, le vidéoprojecteur tout seul, il est à 499 €. Et après, il faut rajouter, je crois, 200 € pour la batterie quand même. Donc, voilà, ça fait un petit budget, mais ça lui accorde quand même une flexibilité qui est quand même pas totalement anodine. Bah ouais, parce que ça permet d'aller en soirée avec, sans se soucier de est-ce que j'aurai un branchement secteur ou pas, le câble assez long, etc. Complètement. L'avantage aussi, c'est qu'en fait, il est connecté. Donc, sous Google TV, il fonctionne avec toutes les applications de streaming, Netflix, Prime Video, Apple TV, Canal et compagnie, et plus j'en passe. On peut télécharger des applications aussi si on trouve pas celles qui sont préinstallées intéressantes. Donc il est vraiment complet. Et l'avantage aussi de ce type de vidéoprojecteur, et on en reparlera aussi sur les autres, c'est qu'en fait, on le branche, on l'allume, et ensuite l'image se fait toute seule.
l'optimisation. Il s'auto-recadre. Exactement, ce qu'on appelle le trapèze. Donc, quand il est incliné, en fait, l'image, elle est plus haute en haut et plus petite en bas. On a tous connu ça. Voilà. Donc, du coup, il s'arrange pour, en fonction de l'inclinaison qu'on lui donne, il a des petits capteurs. Faire les choses correctement, effectivement, donner une image parfaitement rectangulaire et aussi une image nette. Parce que ça aussi, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas du tout de. Exactement. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est un vidéoprojecteur pour regarder des films? Est-ce que c'est un bon vidéoprojecteur pour le côté un peu cinéma? Oui, alors c'est pas le meilleur parce que voilà, on est dans des modèles quand même compacts, mais il a quand même une luminosité qui est quand même correcte, un calibrage qui est plutôt satisfaisant. C'est pas du topissime, mais voilà. Encore une fois, l'idée c'est de le ranger, de sortir à loisir sans avoir à fouiller ensuite dans les réglages. Les réglages par défaut conviennent très bien, donc ça fonctionne. Globalement, il a un bon rendu. Complètement. Un bon son aussi, puisqu'en fait sa base, là si on la voit, c'est 360 degrés. Donc c'est pas mal. Oui, il a une enceinte, donc ça lui permet d'avoir ce côté tout en un. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se soucier. Est-ce qu'il faut que je ramène une enceinte? Est-ce que donc tout fonctionne. On peut même s'en servir comme enceinte Bluetooth indépendante, puisqu'en fait si on le met en mode comme ça, le vidéoprojecteur en fait met une lumière. Avec dans le menu en fait du vidéoprojecteur, on peut régler en fonction de la musique, du tempo de la musique par exemple, bloquer sur une couleur en particulier et se servir des enceintes de la base comme d'une enceinte nomade classique. Donc XGIMI, ils ont vraiment bossé toutes les petites fonctionnalités, tous les à côté en fait de la vidéoprojection pour rendre le produit un peu tout en un, et ça c'est sympa. Très bien pensé, effectivement, globalement. C'est quoi les défauts principaux que tu as relevés? Alors ces défauts, c'est le contraste en fait. Voilà, le contraste natif qui est pas oufissime. On n'a pas des vrais noirs, on a plutôt du gris un peu foncé. La luminosité quand même reste assez faible, mais c'est une caractéristique assez commune sur ce type de vidéoprojecteur. Par contre aussi, le petit défaut, c'est sa connectivité. Puisqu'en fait, alors on va pas le voir à l'image, mais en fait, normalement, les vidéoprojecteurs, ils ont quand même une prise HDMI pour brancher typiquement une console, un ordinateur. Et là, en fait, alors c'est une micro HDMI. Le truc qu'on trouve nulle part. Voilà, il faut avoir juste un petit adaptateur. Alors, c'est pas grand-chose, c'est 9-10 euros chez tous les bons commerçants. Parce qu'ils le fournissent pas dans la boîte. Mais du coup, c'est pas fourni dans la boîte. Et voilà, on se retrouve à se dire, ok, je vais brancher tout de suite mon ordinateur. Ah non, juste, il faut que j'aille racheter un petit adaptateur qui va pas bien. Bon, voilà, ça rajoute un petit peu. Donc, ça, je l'ai noté comme étant un des points négatifs. Donc, pour résumer, c'est le meilleur vidéoprojecteur à moins de 500 €. Mais moi, je me dis, c'est peut-être, si on veut faire un home cinéma à la maison, c'est peut-être pas le bon. Ça, c'est le côté, il y a un côté nomade qui est super sympa. On le met dans la chambre, on le met sur la table basse, on le met. C'est pas le vidéoprojecteur qui est fixe dans la maison. Non, je suis tout à fait d'accord. Ok, écoute, est-ce que à ce prix, tu as des alternatives à proposer? Oui, j'ai deux alternatives. Alors la première, on reste dans la même marque XGIMI, le Elfin Flip, qui est à 399 €. On peut voir l'image, on pourra la montrer sur la partie YouTube. Et en fait, ce vidéoprojecteur, c'est pareil en termes de design, il est assez génial parce qu'en fait, il se plie et il se déplie. Donc c'est pareil, on peut le ranger facilement sur une étagère et le sortir juste quand on en a besoin. À ce moment-là, on le déplie. Et puis c'est pareil, sur le même système que celui-ci, en fait, il trouve son inclinaison tout seul. Design, moi je l'ai noté super original, super compacité, fonction automatique de correction, on en a parlé avec ce vidéoprojecteur, mais c'est le cas de quasiment tous les vidéoprojecteurs de 2024 aujourd'hui, sauf les très gros, mais à ce moment-là on en reparlera un petit peu plus tard. Faible consommation aussi, et du coup le rapport qualité-prix quand même à 400 €, c'est assez intéressant. Par contre son défaut en fait c'est qu'il du coup c'est pas du Google TV à l'intérieur, c'est un système propriétaire de XGIMI, il y a quelques applications, pas toutes. Alors, il y a Netflix quand même, heureusement. Enfin, heureusement pour les fondus de cette plateforme américaine. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à pléthore d'applications sur ce vidéoprojecteur. Et du coup, ta deuxième alternative, c'est laquelle? Alors, j'ai une deuxième alternative pour la catégorie moins de 500 €. C'est le Nebula Capsule 3. Une autre marque. Exactement. C'est Anker, en fait, le fabricant qu'on connaît surtout sur les batteries, sur les câbles. Câbles, etc. Charge solaire aussi. À 479 € à peu près au moment de cette vidéo. Celui-là aussi, il a un design un peu en forme de canette. Alors, il est moins, entre guillemets, perfectionné que celui-ci, parce qu'en fait, il va garder son aspect cylindrique.
Mais voilà, c'est pareil, on l'installe voilà, sur sa table basse typiquement, sur son bureau, et puis on l'allume et c'est pareil, il a les fonctions de correction automatique de l'image. Il s'arrange pour faire une image bien rectangulaire, bien nette comme il faut. Mais de tout cela, c'est celui-ci que tu recommandes le plus? Ouais, c'est celui-ci parce que pour moi, le rapport qualité-prix, voilà, on est juste en dessous des 500 €. Sa versatilité, son côté vraiment pratique, pour moi, m'a vraiment séduit. Et le design est quand même assez sympa, quoi. Alors Sylvain, on passe maintenant au moins de 1000 €. On augmente en budget quand même, ce qui permet d'avoir peut-être une image un petit peu plus cinéma. Qu'est-ce qu'on peut attendre à moins de 1000 €? Alors, à moins de 1000 €, dans cette catégorie, ma recommandation, c'est le LG Cinebeam Q. Ok. Alors, je l'ai là. Oh, ah, il est tout petit aussi. C'est un tout petit ouais. vidéoprojecteur, très compact. C'est pourtant, il a une prise HDMI plein format, donc on peut brancher une console de jeu, un ordinateur, tout ce qu'on veut dessus. Ouais. Et du coup, avec sa petite poignée qui tourne quand même à 360 degrés, je vous ai fait la démonstration, on peut soit s'en servir pour le porter, soit s'en servir pour ajuster l'angle. Exactement, comme on le souhaite. C'est bien foutu, et l'objet est beau. Et l'objet est quand même vachement beau. Ouais. Il a un système audio qui est quand même assez performant aussi, qui sort sur les côtés. Donc moi j'ai adoré surtout son design. Alors il fonctionne comme toutes les télévisions de chez LG avec le système WebOS, avec la télécommande en fait à gyroscopique, qui permet de pointer directement les vignettes ou de taper son mot de passe directement sur les touches du clavier virtuel. Toutes les applications de streaming possibles, imaginables. On peut en télécharger d'autres aussi dans l'App Store sans aucun souci. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on avait parlé avant de la catégorie moins de 500 €, on était sur une image Full HD. Oui. Là, on passe en Ultra HD. D'accord. Donc 4 fois meilleur. Alors, sachant que c'est pas de la vraie Ultra HD, ça reste une matrice en fait Full HD. Si j'ai bien compris, aujourd'hui dans le vidéoprojecteur, il y en a très très peu qui sont des vrais Ultra HD. Exactement. Même dans les très chers. On en parlera plus tard, effectivement, mais voilà. Donc là, voilà, ça faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de ça, mais il faut savoir que quand on vous met sur un vidéoprojecteur, sur une boîte, sur une fiche technique Ultra HD, 95% des cas, c'est une matrice Full HD qui en fait simule la définition Ultra HD. Avec la persistance rétinienne. Exactement. Elle va afficher là, et puis vous y voyez que du feu, vous voyez au final le rendu est très bon. Donc pour ce prix-là, en fait, et en l'occurrence, je ne l'ai pas cité parce qu'il a 799 €, donc moins de 1000 €. Donc il est vachement intéressant sur la qualité Ultra HD, le bon piqué. Moi, j'ai bien aimé le piqué. Il a un contraste aussi qui est assez important, donc ça, c'est aussi quelque chose à noter. Est-ce qu'il a le système où il se recadre tout seul ou pas? Ouais, complètement. Il embarque toutes les fonctions de correction automatique. Donc voilà, si on décide de l'incliner comme ci ou comme ça pour se faire une petite toile quasiment sur son mur ou sur sa pente inclinée, ça fonctionne de côté, de profil, de face. Voilà. Alors, évidemment pas complètement de profil, mais voilà. Il peut ajuster automatiquement l'image en fonction de là où on veut le projeter. Trop bien. Ouais. Donc lui, tu le recommandes, les yeux fermés, pour les gens qui ont un petit budget comme ça, ils peuvent y aller. C'est pour quel usage exactement? Alors là, c'est pareil. Alors c'est pas un usage totalement nomade parce qu'il n'y a pas de batterie, donc du coup, il va avoir forcément un fil à la patte. Mais du coup, voilà, on peut l'installer chez soi sur une étagère quand il ne fonctionne pas, et puis le sortir quand on en a besoin. Donc on va dire que c'est quand même un usage occasionnel. On n'est pas sur un vidéoprojecteur qui va remplacer la télé OLED, quoi. Complètement. Ou alors occasionnel dans une petite chambre un peu plus de façon pérenne, une chambre d'étudiant ou chose comme ça. Le côté, on va se faire vraiment kiffer, on met un vidéoprojecteur, l'image est qualitative. Ouais, complètement. Lumineuse lumineuse, assez lumineuse, pour ce type de vidéoprojecteur, c'est assez lumineux. Parce que le format, il est vraiment compact, c'est vraiment étonnant. Ah, il fait son poids quand même. Il fait son poids. Il y a du matos dedans. Ah bah oui, on sent que c'est pas que du plastique, il y a un petit peu d'alu, mais voilà, super objet design. Alors, est-ce que, à moins de 1000 €, tu as des alternatives à proposer? Tout à fait. Alors, j'ai repéré le BenQ GV50, qui a été testé sur Frandroid, qui est à 699 € actuellement. D'accord. Alors, celui-ci, en fait, moi, ce que j'ai apprécié, c'est sa compacité. Pareil, facilité d'installation parce qu'il corrige automatiquement l'image.
on l'installe sur sa table basse, sur son bureau et il corrige l'image. Et le principe de l'inclinaison. Parce qu'en fait, ce vidéoprojecteur, il a un design un peu particulier, tout en rondeur, d'accord. Et du coup, c'est un peu comme celui-ci. Alors, il n'a pas la poignée, mais en fait, c'est le vidéoprojecteur en lui-même qui va tourner sur sa base. Donc, on a en gros la base, et du coup, on va pouvoir le faire pivoter comme ça, et typiquement l'envoyer jusqu'au plafond quand même, parce qu'il tourne quasiment sur 360 degrés aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est son calibrage. Donc la fidélité des couleurs par rapport à un modèle home cinéma qui est quand même pas mal. Donc pas besoin d'aller dans les réglages. On met juste, s'il vous plaît, le mode cinéma ou le mode filmmaker pour avoir quand même une bonne fidélité des couleurs sur les films et les séries. Mais c'est bien calibré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les vidéoprojecteurs. Il y a encore 2-3 ans, on avait des écarts par rapport à ce qu'on souhaitait, qui étaient monstrueux. Et là, vraiment, les fabricants ont fait vraiment un très bon taf là-dessus. Une autre alternative ou pas? Exactement. Alors, j'ai repéré le Epson EF21, qui est à 799 €. Alors, celui-ci est un modèle aussi compact, d'accord, c'est une petite boîte rectangulaire. Il y a son petit cousin ou son grand frère, on va dire, le modèle EF22. C'est exactement le même. C'est vraiment caractéristique. La même chose. Simplement, en fait, le EF22, il va être monté sur une balancelle. Donc, on va retrouver cet aspect on peut l'orienter vers le haut, on peut le faire pivoter. Il y a 200 € quand même de différence entre les deux. Mais si vous avez le budget et l'envie de l'incliner, partez sur le 22. Sinon, le 21 est vraiment très bien. Et du coup, ces deux vidéoprojecteurs que tu viens de citer, ils sont en LCD. Ils sont pas en LCD pour l'instant, on est que sur du... Ah, c'est du DLP, même si c'est chez Epson. Alors Epson, tu me poses la colle. Oui, sur Epson, oui, c'est du LCD. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus cher que les autres. C'est parce que c'est du LCD. Alors que tous les autres, effectivement, les Ximi, même le LG, c'est du DLP. Ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais. Donc, c'est du LCD pour celui-ci. Toi, par contre, de tout cela, tu recommandes plus celui d'LG. Le LG, effectivement, le Cinebeam Q. Mais si jamais vous voulez du LCD, allez chez Epson, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes sensible, effectivement, allez chez Epson, le F21 ou le F22. Ok, très bien. Bah écoute, bonne reco là. On a des bonnes recos. Allez Sylvain, on enchaîne avec les vidéoprojecteurs à moins de 1500 €. Hop, ça commence à chiffrer. Et là, on pense, je pense, à avoir des images un peu cinéma à ce prix-là. Ouais, on en a des images cinéma. Pour moins de 1500 €, ma recommandation, c'est le BenQ GP 520. Qu'on trouve actuellement à 1199 €, d'accord, qui a été testé sur le site de Frandroid. Je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Pourquoi? Pour son installation facile. C'est pareil, en fait. Alors, il est un format relativement compact, moins compact que les vidéoprojecteurs à moins de 500 €. Mais c'est une petite boîte assez sympa. Installation facile parce qu'en fait, il corrige automatiquement l'image. Même si on la met sur le côté, il va s'adapter. Forte luminosité, très forte luminosité même. Un bon piqué de l'image malgré une douceur quand même. Donc là, on a cet aspect vraiment home cinéma. Il est compatible HDR10+. Il n'est pas compatible Dolby Vision. C'est un peu après, compliqué. sur de la vidéoprojection, c'est moins grave que sur une télé. C'est moins grave, mais le HDR10+ déjà fait bien le travail. Excellente calibration en sortie de carton. Ouais. Donc on a des couleurs vraiment fidèles par rapport à ce que souhaitait le réalisateur, donc c'est quand même très agréable et c'est pas donné à tous les vidéoprojecteurs. L'ergonomie de la télécommande, c'est sympa, et il fonctionne sur Google TV. Donc on a toutes les applications de streaming qu'on souhaite, quelles qu'elles soient, et on peut même en télécharger plus si on en a besoin. Ce vidéoprojecteur, est-ce qu'il a des défauts? Alors il a des défauts, ouais, il en a deux principalement, moi j'ai noté, c'est le faible contraste et le fait qu'il soit pas Dolby Vision, même si aussi je regrette que les télécommandes ne soient pas rétroéclairées. Pour un vidéoprojecteur qui a plutôt tendance, et l'idée c'est quand même de l'utiliser dans l'obscurité. Ouais. Du coup, on n'a pas des yeux supersoniques ou des yeux de chat, et il faut quand même pouvoir savoir ce qu'on fait avec la télécommande. Et il y a extrêmement peu, même c'est pareil, mais en télévision, il y a extrêmement peu de fabricants qui s'intéressent véritablement à la télécommande. En tous les cas, en termes de rétroéclairage, pour moi, c'est ça reste un point négatif, quoi. Ce vidéoprojecteur à 1190 €, est-ce que toi, tu le recommandes à quelqu'un qui voudrait faire du home cinéma, remplacer son téléviseur à 100%? On peut.
Ouais, on peut. Il a assez de puissance. Il a assez de puissance, il est assez lumineux, effectivement. On peut l'installer, pas en totalement fond de salle, mais proche de son canapé, puisqu'il est relativement silencieux. Il est aussi... La distance recommandée par rapport à un mur pour avoir une bonne luminosité, ce serait quoi? Après, ça va, plus on va l'éloigner du mur, et plus il va perdre en luminosité, clairement. Ouais. Donc après, je donne les chiffres de luminosité sur le test que vous pouvez retrouver sur le site de Frandroid. Ouais. Voilà, l'idéal, c'est de le placer à entre 2 et 3 mètres, enfin, 2 mètres 50. Ouais. C'est pas non plus le truc qu'on met à 4 mètres du mur. Quoi. Non. Ça, après, voilà, il faut, pour le coup, dépenser un petit peu plus, malheureusement. Ouais. C'est ça, plus on dépense, plus c'est lumineux. Exactement. Globalement, c'est ça la règle. Hein. C'est un peu l'idée, ouais. C'est ça, exactement. Donc, mais par contre, tu le mets juste au-dessus de ton canapé, sur une étagère ou quoi, et à 2 mètres du mur, c'est parfait. Complètement. Et bonne performance en vidéo, film, série, mais bonne performance également en gaming. Ah, il y a peu de latence. Ouais, et très peu de latence là-dessus, donc c'est pas mal du tout. Ouais. Donc c'est un vidéoprojecteur très polyvalent. Et au final peu cher par rapport à tout ce qu'il propose. Exactement. Qu'on soit d'accord, pour que les gens comprennent bien, c'est un vidéoprojecteur qui surpasse tous les vidéoprojecteurs qu'on vient de donner juste avant dans les catégories précédentes. Tout à fait. Il est meilleur en tout. Oui. Voilà, parce que tu dis contraste plus faible ou quoi, ça reste toujours un contraste qui est meilleur que tout ce qu'on a vu avant. Oui. Ouais, c'est toujours ça, hein. Plus on paye, plus c'est mieux. Ah oui. Est-ce que tu as des alternatives? Alors oui, j'ai testé 2 alternatives qui m'ont paru très intéressantes. Le premier, c'est le Dangbang Mars Pro 2. Ouais. Qui est à 1399 € à peu près actuellement. J'ai noté 8 sur 10. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé parce qu'il avait des bonnes finitions. Voilà, il a un petit côté boîte assez sympa. Bonne compacité aussi. Facilité d'installation parce qu'encore une fois, il a toutes les fonctions de correction automatique de l'image, trapèze, netteté. Le piqué de l'image aussi est intéressant sur ce vidéoprojecteur. Il est compatible HDR10+. Et globalement, en fait, ce qui m'a aussi bluffé, c'est la partie audio. Parce que voilà, souvent on se dit il faut rajouter une enceinte, une barre de son, voire un ampli home cinéma, etc. Et là, voilà, celui-ci est quand même assez performant en audio et peut faire vraiment le boulot pour ça, ouais. Et alors, c'est un vidéoprojecteur qu'on place comment dans la maison? Alors qu'on place soit sur sa table basse, soit à côté du canapé. Ouais, parce que si tu le places, je me dis, derrière toi, l'audio, il est derrière toi, quoi. Alors, il est pas devant toi. Ouais, effectivement. Mais si on le place devant soi, en fait, bizarrement, on n'a pas du tout l'impression que l'audio vient du vidéoprojecteur. Ah, il est hyper spécialisé. Ouais. Il y a un petit traitement du son qui est fait qu'on a véritablement l'impression que si on a un écran, que ça vient de l'écran, si on a du mur, que ça provient du mur. Ah ouais, trop cool. Il fonctionne sur Google TV aussi, donc on a toutes les applications possibles et imaginables de streaming, de jeux et compagnie. Donc c'est écoute, bonne reco. Exactement. Est-ce que tu as une autre alternative? Alors j'ai une autre alternative, c'est le Nebula, donc Anker, la sous-marque de Anker, le Nebula Cosmos 4K SE, qu'on trouve actuellement à 1290 €. 1290 €. J'ai noté 8 sur 10 aussi en test sur Frandroid. Celui-ci, je l'ai adoré pour sa facilité d'installation, fonction automatique de correction aussi, luminosité intéressante, piqué de l'image aussi très bon, et surtout, il est Dolby Vision. Ah. Ça, c'est pas mal quand même. Oh oui. Ouais. Voilà. Donc là, on commence à avoir des specs très intéressants. Ouais, qui sont pas mal. Alors, un petit contraste un peu faiblard par rapport à ce côté attendu. Le calibrage n'est pas topissime, mais voilà. C'est pour ça que tu as mis le BenQ en première position. Exactement. Ok, mais si jamais vous voulez pas de BenQ, vous avez d'autres idées. Voilà. Tout à fait. Allez Sylvain, on passe à la catégorie suivante et là on rentre dans du début de haut de gamme à 2500 €. Oh, du début haut de gamme, on est dans le haut de gamme, non? On est dans le... en vidéoprojecteur, pas encore. Il y a encore de la marge. Donc on est sur le milieu haut de gamme, quoi. Ouais, milieu premium. Voilà, ça, premium. Moins de 2500 €, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ma recommandation pour cette catégorie moins de 2500 €, c'est le Jimgo N1S Ultra, qu'on trouve à 1799 €, qui pour moi représente actuellement le meilleur rapport qualité-prix. Je l'ai testé complètement, il est en publication sur le site de Frandroid à 8 sur 10. J'ai adoré sa facilité d'installation, fonction automatique de correction d'image, voilà, comme beaucoup, comme tous, mais très rapide pour le coup. On bouge, hop, et tout d'un coup l'image se recale impeccable. Piqué et précision de l'image aussi, un très bon contraste. Possibilité de réglage aussi dans le mode utilisateur parce que c'est pas toujours donné. Voilà, il faut, si on a envie d'optimiser véritablement les réglages, sur l'image. Il y en a certains qui proposent 3 réglages et c'est terminé. Celui-ci permet d'aller plus profondément dans les réglages et du coup d'obtenir vraiment
l'image construite. La petite quintessence voilà, que souhaitait le réalisateur. Il fonctionne sur Netflix, sur Google TV avec Netflix, pardon. Ouais, parce que ça, c'est pas tout ça. Hein. Non, alors voilà, dans les vidéoprojecteurs, il y en a qui fonctionnent sous Android TV. Ouais. Et en fait, Android TV n'a pas été certifié par Netflix. Donc en fait, tous les vidéoprojecteurs qui sont marqués Android TV n'ont pas Netflix. C'est là où tout le monde se trompe parce que entre Android TV et Google TV, voilà, c'est pas la même chose. Non, alors que ça se ressemble. Hein, ouais, ça se ressemble. A priori, c'est le même développeur. Ouais. Mais il y a une génération de développement supérieure. Et par contre, les vidéoprojecteurs Google TV, eux, sont certifiés Netflix. Voilà. Donc, il faut mieux choisir Google TV que Android TV. Si vous voulez Netflix. Voilà. Si vous n'avez rien à faire de cette plateforme. Il y a tout le reste sinon. Il y a tout le reste. Et il y a toujours la possibilité de prendre un Android TV et de brancher un Apple TV, un Nvidia Shield derrière, un streaming de Google, divers et variés. Ce vidéoprojecteur, c'est quoi ses principaux avantages? Alors, ses principaux avantages, donc on en a parlé rapidement, donc le contraste, la facilité d'installation, forte luminosité, Google très fort. TV. Là, on peut le mettre à 3-4 mètres sans souci. Alors, 3-4 mètres, non. Par contre, on va pas les passer. Non, calme-toi. Même voilà, en vidéoprojecteur, même très haut de gamme, on va pas les chercher. Plus on va s'éloigner de l'écran et plus on va perdre en luminosité. Ah, donc vaut mieux rester à 2 mètres. Ouais, là, celui-ci, il peut aller jusqu'à 3 quand même. Mais, ah oui, d'accord. Voilà, quand même. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? La puissance audio, qui est pas mal, qui est assez chaleureuse, parce que souvent, ce qui manque, sur les vidéoprojecteurs plus ou moins compacts, ça reste quand même des petites boîtes. Et voilà, il y a deux haut-parleurs, éventuellement un radiateur passif qui permet d'apporter un petit peu de basse, et là, c'est le cas. Et donc du coup on a une certaine chaleur, les dialogues sont quand même clairs à côté de ça, donc on ne se perd pas dans les bruits de fond, dans les explosions, les choses comme ça. Donc voilà, et on a un input lag aussi pour le jeu, un temps de réponse, un temps de retard à l'affichage qui est plutôt satisfaisant, donc on peut à la fois s'en servir vraiment pour regarder ses films, ses séries en mode home cinéma, mais également pour jouer. Bon bah trop bien, écoute, ça c'est... Du coup, un bon vidéoprojecteur à 1800 balles. Ouais, est-ce que tu as des alternatives à moins de 2500? Alors, j'ai encore une alternative à moins de 2000, puisqu'il est à 1799 € actuellement. C'est un vidéoprojecteur en ultra courte focale. Ah, voilà. Ça arrive finalement. Exactement, ça arrive. Alors, les ultra courtes focales sont plus chères que les focales classiques, ou que les compacts. C'est le Xiaomi Mi 4K laser projecteur. 150. C'est un vidéoprojecteur du coup qu'on va placer sur un meuble TV. Exactement. Donc on va pas le placer au fond de la salle. Exactement. On va garder son meuble TV. En fait, on va enlever la télé, mais on va garder ce meuble TV et du coup, on va pouvoir l'installer à quelques centimètres en fait du mur ou de l'écran typiquement. Donc ça permet de pas avoir à bouger toute son installation, les consoles et tout, ça reste tout au même endroit. C'est trop pratique. Tout à fait. Alors du coup celui-ci, c'est pas un vidéoprojecteur très récent celui-ci. Alors c'est un vidéoprojecteur qui commence à dater un petit peu par rapport à tous les autres effectivement qui sont des modèles 2024. Voilà, mais il m'a paru intéressant quand même de le citer 1800. Parce que, 1800 € quand même, il fait bien le boulot. Moi j'ai noté un bon contraste sur ce téléviseur. Il est sous Android TV, donc attention, pas Netflix, mais il gère bien les modes HDR, notamment pour les films et les séries. Il est assez silencieux aussi, donc c'est assez sympa. Ok, et ben écoute, si vous voulez de l'ultra courte focale à pas cher, c'est peut-être la meilleure chose à faire, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu en as un autre à recommander? Oui, alors dans la catégorie moins de 2500 €, là on s'approche des 2500 €, puisque je l'ai noté à 2490 € à l'heure de cette vidéo. C'est le Hisense C2 Pro. Ok, donc là on est clairement plus cher que le premier qu'on a de JM Go. Ouais. Pour une telle différence de prix, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le HDR10+, le Dolby Vision et le mode IMAX. Alors, il y a tout dedans. Rien que ça, effectivement. Donc, quelle que soit la plateforme, voilà, les contenus HDR, les contenus de films, de séries qui sont filmés en HDR, seront magnifiés. Mais en termes de luminosité, on est plus puissant aussi? Ouais, on est plus puissant, ouais. Ok. Donc ça, c'est un vidéoprojecteur qui peut faire l'effet cinéma très clairement. Complètement. Une petite boîte, design sympa. Chez Hisense, la gamme C2, il y a le C2 classique, il y a le C2 Pro et il y a le C2 Ultra, qui est encore plus lumineux, mais aussi qui est forcément plus cher. À combien? J'ai pas le prix en tête, mais je crois qu'il est un petit peu moins de 3000 ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un gap assez important. Mais déjà, celui-ci fait vraiment, fait l'affaire. Le modèle Pro en C2 de chez Hisense, Ok, très bien. Écoute,
On va monter en prix encore. S'il vous plaît. Ouh là 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 là. Alors Sylvain, à moins de 3500 €, qu'est-ce qu'on trouve dans la vidéoprojection? C'est lequel que tu nous recommandes le plus? Alors pour moi, ma recommandation, là on va rester sur ces modèles-là en ultra courte focale. Parce que bizarrement, il y a une espèce de gouffre sur les vidéoprojecteurs classiques en fait. Ouais. Donc là vraiment on va se focaliser sur les ultra courtes focales. Et pour moi, ma recommandation c'est le Hisense PX3 Pro, qui est à 3290 €, pardon. Ok. J'ai noté 9 sur 10 sur le site de Frandroid. D'accord, donc c'est quand même une super note pour du Frandroid. C'est effectivement une très bonne note. Pourquoi? Parce qu'il a un design qui est quand même assez bluffant. Pas classique, avec des petites touches de chrome, mais voilà, ils ont vraiment travaillé l'image du vidéoprojecteur et la qualité d'image aussi de ce vidéoprojecteur. Il est Dolby Vision, donc c'est vraiment intéressant. Il fonctionne avec le système VIDAA, on peut retrouver sur tous les téléviseurs de la marque Hisense et vidéoprojecteurs aussi. Extrêmement réactif, et en fait on en parle assez peu par rapport au Google TV ou au Tizen qu'on peut trouver sur les Samsung, mais en fait voilà, il est très réactif, il a toutes les applications possibles et imaginables, sauf celles des opérateurs, mais ils y travaillent dessus aussi pour éviter d'avoir sa box branchée dessus. Donc voilà, un système vraiment complet. Au niveau de l'image, on est comment? Eh ben on est très bien, vraiment, moi j'ai adoré sa qualité d'image, une certaine douceur. Luminosité donc très forte, pour moi c'est l'une des plus fortes actuellement sur le marché en vidéoprojecteur. Souvent les vidéoprojecteurs ultra courte focale, vu qu'ils sont très près de la surface de projection, ils ont une meilleure luminosité. Oui, effectivement. Alors après l'idée c'est soit on met ça sur un écran, soit sur un mur blanc typiquement, mais oui, plutôt une plus forte luminosité que les vidéoprojecteurs compacts, évidemment, qui sont limités par la taille et la distance aussi. Du coup, ce vidéoprojecteur, tu as vraiment un effet grande image, cinéma, il y a tout dedans, quoi? Ouais, complètement. On peut monter, je crois, de mémoire jusqu'à 150 pouces de diagonale, donc c'est quand même intéressant. Facilité d'installation, parce qu'on règle l'image avec son smartphone, en fait. On prend la photo de l'image qui est déformée à la base, et ensuite, le vidéoprojecteur adapte automatiquement l'image. Donc ça, c'est pas mal. On n'a pas tout à régler comme certains vidéoprojecteurs où il faut aligner chaque point. Est-ce que il est bien aligné? Est-ce que je vois vraiment la ligne droite ou pas? Là, tout se fait quasi automatiquement. Automatiquement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est un vidéoprojecteur super complet. On peut foncer les yeux fermés, là. Exactement, ouais. Okay. Et ce que j'ai apprécié aussi, un petit point de détail, tout à l'heure, on parlait des télécommandes rétroéclairées. Alors, celle-ci ne l'est pas, malheureusement. Ça va peut-être venir. Mais en fait, il y a un bouton dessus qui est spécial, dédié pour aller changer le mode d'image. Et ça, les constructeurs n'y pensent pas. Il faut changer, s'il vous plaît. Mettez le mode film, le mode cinéma ou le mode filmmaker qui vraiment vous donne la quintessence de tous les réglages et les optimisations en termes de luminosité et de colorimétrie surtout. Il faut changer le mode d'image. Donc là, il y a un bouton dédié. Donc on n'a pas à fouiller dans les menus, mode image, pas d'image, expert, pas expert, etc. On appuie sur ce bouton et on change direct le mode d'image, donc ça c'est pas mal. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as des alternatives à ce prix-là? J'ai tout à fait 2 alternatives qui m'ont paru très intéressantes. La première, c'est le 4Movie Theater Premium, qu'on trouve aux alentours de 2990 €. Celui-là, c'est un modèle qui a évolué par rapport au modèle 4Movie Theater. Donc le Premium, il fonctionne avec Google TV. Donc là, il a Netflix, ce que n'avait pas le Google Theater de base, puisqu'il fonctionnait sous Android TV. C'est un vidéoprojecteur qui est lumineux, qui est compatible Dolby Vision et qui a un extrêmement fort contraste aussi. Donc là, lui, son avantage, c'est ça, c'est un bon contraste, une bonne image qui est compatible Dolby Vision. Complètement. Alors, le choix était extrêmement difficile avec le Hisense PX3 Pro. Entre les deux, franchement, très compliqué. Le PX3 Pro a pour lui, en fait, même s'il est un tout petit peu plus cher, il est quand même légèrement plus lumineux. Donc voilà, si vous n'utilisez pas ce vidéoprojecteur dans une pièce totalement sombre, le Hisense est meilleur que le 4Movie, mais si vous êtes dans un environnement totalement obscur et que vous n'avez pas forcément le budget de rajouter 300 €, partez sur le 4Movie aussi. Ce sont 2 excellents vidéoprojecteurs ultra courte focale. Bon. T'as une troisième alternative? Une troisième alternative, effectivement, qu'on a testé aussi sur le site de Frandroid, de la marque XGIMI. C'est le Aura 2. Il est beau, lui. Ouais, il est pas mal du tout, effectivement. Ils ont travaillé aussi le design. Il est à 2900 €. Son avantage aussi, c'est qu'il est assez lumineux. Le contraste est plutôt correct aussi. Dolby Vision. Donc ça, c'est pas mal. Il fonctionne sous Android TV.
donc il n'a pas Netflix, attention. Toutes les autres applications sauf celle-ci. Le système audio est pas mal parce qu'il est quand même signé Harman Kardon. Alors c'est pas juste la signature, ils ont quand même travaillé pour qu'il y ait un petit peu de spatialisation. Ouais, il y a un petit peu de basse aussi. Il y a un petit peu de basse, voilà. Il a un son assez chaleureux. Il s'adapte à toutes les surfaces de projection. Une connectique complète aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté ? Une image 4K quand même fluide et détaillée et plutôt lumineuse. Et on l'a vu, voilà, on voit l'image, on verra l'image en fait dessus. Il y a une trappe. Oui. Sur le dessus. Et alors, c'est anodin, mais effectivement, dès qu'on l'allume, voilà, cette trappe s'ouvre. Et quand on l'éteint, cette trappe se ferme. Et protège de la poussière. Exactement, voilà. Pas bête, parce que les autres, ils sont pas protégés. Non, aucun. C'est quasiment l'un des seuls du marché qui a ce type d'accessoire. Et pour moi, voilà, sur un vidéoprojecteur ultra courte focale, c'est quand même important, quoi. Dernière catégorie, mon bon Sylvain. Plus de 3500, qu'est-ce qu'on a de bon ? Là, on tape sur le haut de gamme, dis-le-moi. Ouais, tout à fait. Alors, il faut juste préciser une petite chose, c'est que jusqu'à présent, on a parlé de vidéoprojecteurs qui étaient connectés. Oui. Donc, ils avaient tous un système à l'intérieur qui permettait de télécharger des applications. Comme des télés, comme tout, quoi. Exactement. Ouais. Et là, on vous dit, en fait, du coup, qui peut le plus... si on paye plus, on a plus de choses aussi. En fait, là, non. C'est magique. Tous ces vidéoprojecteurs dont je vais vous parler ne sont pas connectés. Ils se concentrent sur l'image. Exactement. Là, c'est focus sur l'image. Donc, en gros, ils partent du principe que toi, tu as déjà ta box à côté, tu as déjà un truc à côté où tu vas brancher dessus pour pouvoir lire des trucs. Si possible, le plus performant possible. Ouais. Évidemment, pour garder la qualité entre la source et la diffusion de l'image. Mais voilà, c'est véritablement l'idée. Donc, il faut leur associer une box extérieure, un lecteur de Blu-ray, une console de jeu, une box Apple TV, Nvidia Shield ou des choses comme ça. Alors, Qu'est-ce que tu me proposes à plus de 3500 €? Alors, ma recommandation, c'est le JVC DLA NZ500. Waouh! Voilà. L'alphabet est sorti là. Exactement. Qui est à 6000 €. Ouais. Là, on est sur un modèle avec une véritable matrice Ultra HD. Ah, donc là, le premier. C'est le premier, effectivement. Donc là, voilà, par rapport à tous les vidéoprojecteurs dont on a parlé tout à l'heure, les autres sont en Full HD avec une simulation qui permet de donner l'illusion qu'on a de l'Ultra HD. Ça n'en est pas véritablement une. Mais on voit une image Ultra HD. On voit quasiment, on voit l'image Ultra HD. Là, du coup, on va remarquer quand même un piqué qui est quand même plus important sur ce type de vidéoprojecteur. Ouais. On est au-dessus. Exactement. Là, on va avoir donc une qualité d'image qui est assez époustouflante, véritablement. Tout ce qui est cinéma, finalement, on va rester chez soi parce que parfois, certains cinémas ne rendent pas une image aussi bonne. Ah oui, à ce point-là. Ouais, sur ce type de vidéoprojecteur, on commence vraiment à se faire très, très plaisir. Ouais. Salle dédiée, idéalement, voilà, dans l'obscurité de la plus totale. C'est un vidéoprojecteur qu'on va pouvoir installer au plafond. Ouais. Avec un. Donc avec un peu plus de distance, du coup. Avec plus de distance, exactement, tout à fait. Il est lumineux. Ouais, exactement. Si après on manque en luminosité, on peut aller chercher son grand frère qui est le NZ700, qui est à 9000 €. Ah oui. Qui est plus lumineux, voilà, c'est après la montée en gamme. Ouais. Donc qualité d'image excellente, HDR10+. Alors là, pour le coup, l'image n'est pas réglée automatiquement, mais par contre c'est un zoom motorisé, donc on a une précision sur idéalement son écran avec un cadre noir pour véritablement placer l'image comme il faut, zoomer en fonction de la taille de l'écran. Dans la matrice, quoi. Exactement, tout à fait. Est-ce que, alors c'est un vidéoprojecteur exceptionnel, une image exceptionnelle, mais tu l'as dit, donc il n'y a pas d'interface TV dedans, il faut brancher quelque chose. Oui. Est-ce qu'il a d'autres défauts? Après, le fait de brancher ou pas, ça peut être un défaut, c'est en fonction vraiment de son utilisation. Il n'est pas 3D. Voilà, tu as certains vidéoprojecteurs. C'est vrai qu'à ce prix-là, tu te dis, tu pourrais mettre la 3D. Oui, exactement. Alors après, il y a d'autres personnes qui sont en disant, la 3D, on a oublié. C'est terminé, etc. Il y a Avatar 3 qui va sortir un jour, on aura envie de le voir. Exactement, tout à fait. Il y a des lunettes qui sont associées à ce vidéoprojecteur, qui ne sont pas justement associées à ce vidéoprojecteur, mais à certains, ça fonctionne quand même. Il y a des personnes qui restent attachées à ce format 3D par lecteur Blu-ray ou des choses comme ça. Ouais. Donc il n'est pas 3D, il ne fait que 2000 lumens par rapport à des vidéoprojecteurs même qu'on a cités avant, qui allaient bien au-delà. Ah oui. Donc quasiment jusqu'à 3000 voire 3300 pour des vidéoprojecteurs ultra courte focale, le Hisense PX3 Pro par exemple. Donc il ne fait que 2000 lumens, mais voilà, l'idée encore une fois c'est pour des salles dédiées, donc des salles dédiées ou des salons en mode
je me mets dans le noir. Dans le noir. On n'est pas vraiment sur un vidéoprojecteur qu'on va allumer la journée pour regarder une série. Non. Ouais, Ça, on va et là, plutôt... c'est un vidéoprojecteur dans le sombre. Ouais, clairement. Okay. Là, on va plutôt attaquer à ce moment-là sur les catégories précédentes dont on parlait tout à l'heure. Donc, ok, tu m'as donné ce JVC. Est-ce que tu as une alternative à plus de 3500? J'ai deux alternatives. La première, c'est la Epson, le Epson EHQB1000, qui est actuellement aux alentours de 5500 €. Alors lui, par contre, il a une matrice Full HD avec, malgré son prix, une simulation d'une image Ultra HD. Ok. L'avantage, c'est qu'il est en tri-LCD, donc pas du tout d'effet arc-en-ciel, aucun souci là-dessus. Une forte luminosité, par contre, il est à 3300 lumens, donc il est plus lumineux que le JVC. Et à côté de ça, ça lui empêche pas d'avoir un bon contraste. Aussi. Donc ça, c'est un très très bon vidéoprojecteur. Ouais, le rapport qualité-prix, si on a vraiment le budget, pour moi, c'est quand même, il est intéressant, effectivement. Zoom optique, mise au point motorisé. Voilà. Là, on est vraiment sur des fonctionnalités très premium. Exactement. Le lens, ce qu'on appelle le lens shift, c'est-à-dire le décalage de l'image aussi. Il peut décaler son image, mais en fait, sans perdre en taille. Par rapport aux autres, dès qu'on décale l'image, du coup, ça réduit la taille de cette image en l'occurrence. Et il a un input lag assez faible, un temps de retard à l'affichage qui est faible aussi, donc on peut vraiment s'en servir en gaming. Une autre alternative? Et ma dernière alternative pour cette catégorie de prix, là on explose le budget, c'est le Sony Bravia Projector 8, son petit nom de code, c'est le tout nouveau, lui. VPL, effectivement, VPL XW6100, donc projecteur 8 qui est à 16 000 €. Voilà, donc là c'est pareil, salle dédiée s'il vous plaît, ou alors salon. Même on peut s'en servir en journée, celui-ci je suppose il est très lumineux. Non, pas tant que ça, il est pas très... C'est pas là-dessus qu'ils vont. On est à 2700 lumens quand même, donc c'est loin, très loin d'être ridicule, hein. Il fait partie quand même des vidéoprojecteurs les plus lumineux du marché. Mais après si on veut plus lumineux, et ça existe, hein, il y en a, notamment chez Sony, il y a le Bravia projecteur 9 qui fait donc 3400 lumens par rapport aux 2700 lumens précédents. Par contre, en termes de prix, on est à 26 000 €. Voilà. Alors, je suppose qu'avec ce Sony, on a une image qui est parfaite quand on la regarde. Véritablement, c'est un vrai bonheur. En termes de calibration, il n'y a rien à faire. Normalement, avec un vidéoprojecteur même un peu moins cher, il faut essayer de optimiser un petit peu les réglages, des choses comme ça. Là, on le sort du carton, on met dans le mode cinéma qui va bien. Et franchement, tout est parfait. Colorimétrie excellentissime. Vraiment, qualité d'image douce, fluide. Tous les réglages possibles et imaginables. Donc, si vraiment on veut aller fouiller, si on est un peu connaisseur, etc., on peut y aller, même si on n'est pas connaisseur, on peut tenter le coup, ça peut le faire. Et donc c'est pareil, zoom motorisé, lens shift aussi, tout ça c'est ultra précis à l'intérieur. Et on a un input lag aussi pour le jeu qui est super intéressant parce qu'on a 12 millisecondes, donc on se rapproche, on est quasiment au niveau des meilleurs téléviseurs, donc on peut s'en servir véritablement pour le home cinéma, mais aussi pour le jeu, sans aucun souci, quoi. En tout cas c'est un vidéoprojecteur, je pense que pas grand monde va se l'acheter dans le mode. C'est assez exceptionnel, effectivement. Mais je me demande combien de ventes ils font en France, par exemple, sur un vidéoprojecteur. J'ai pas les chiffres, malheureusement. Je pense que c'est pas beaucoup. Il y a moins de 1000 vidéoprojecteurs vendus à ce prix-là, c'est pas possible. Je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais vraiment. Tu te rends compte du prix? Le prix, c'est énorme. Mais après, c'est un vrai cadeau plaisir. C'est un cadeau plaisir, et puis c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on va changer non plus tous les ans, tous les 2 ans. Ça, on le garde. Exactement. Combien de temps on le garde, à ton avis? On peut le garder 10 ans sans aucun souci. J'espère. Sans aucun souci. Surtout que la techno qui est intégrée à l'intérieur en termes de colorimétrie, ça varie extrêmement peu. Il y a toujours une petite dégradation du temps. C'est plus des ampoules. Non, la laser au phosphore et compagnie, c'est le ultra haut de gamme. La recommandation. Peut-être que je me disais aussi chez Sony, il y a des vidéoprojecteurs qui étaient excellents, qui sont sortis il y a 3-4 ans. Peut-être qu'ils ont tous baissé de prix aussi, les anciens. Ça baisse de prix, effectivement. Il y a le 5000 en l'occurrence qui fonctionne bien aussi. Rapport qualité-prix. Mais tu dis ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça. Ah oui, d'accord. Ça reste quand même assez heureux. Bon, écoute, Sylvain, j'espère qu'avec toutes ces recommandations, les gens ont trouvé leur bonheur. On a travaillé pour, en tous les cas. Alors tout ça, c'est des vidéoprojecteurs qui sont globalement sortis cette année. Oui, tout à fait. Qui sont globalement sortis en l'année 2024, donc ils sont récents pour 2025. En 2025, on attend des nouveaux produits, évidemment, qui vont sûrement bousculer le marché, je suppose.
Je sais pas, je ne suis au courant d'absolument rien. On va voir ce que va nous réserver le CES de Las Vegas, puisque cette vidéo a été tournée au mois de décembre. On va voir un petit peu. Je pense qu'il va y avoir encore des choses sur le traitement du contraste, parce que ça reste quand même un peu le point noir des vidéoprojecteurs, sur la luminosité donc aussi. Essayer de booster en luminosité, d'essayer peut-être d'apporter un peu de fonction IA. Attention, j'ai peut-être dit un gros mot, mais pour aider justement l'utilisateur à choisir le bon mode. Ça commence à se faire pas mal en télévision, notamment certaines marques comme iSense ou TCL, qui du coup mettre des petits algorithmes à l'intérieur du téléviseur pour détecter le type d'image et du coup changer automatiquement dans le bon mode d'image pour avoir l'optimisation du contraste, la colorimétrie, des choses comme ça. Donc ça peut être des pistes aussi qu'on peut voir. Je sais qu'iSense, par exemple, travaillait avec un fabricant de vidéoprojecteurs qui n'a plus lieu actuellement, mais Barco, par exemple, les fameux tri-tubes qu'on voyait il y a quelques années de ça, pour se focaliser justement sur l'aspect luminosité. Et du coup, c'est pareil, il y avait une histoire d'analyse d'image pour que, en fait, juste certaines parties de l'image soient beaucoup plus lumineuses à certains moments par rapport à d'autres, et du coup, ça contrastait avec le reste de l'image, sur des films un peu de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, ou quand tout d'un coup on a des phares de voitures qui arrivent et qui peuvent quasiment éblouir, parce que l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de très lumineux par rapport à la salle dans laquelle on regarde ce type de vidéoprojecteur. Ben écoute, merci Sylvain pour toutes ces recommandations. J'espère que les gens auront trouvé leur bonheur. En tout cas, toi, tu vas continuer de tester les vidéoprojecteurs, toujours. Bien sûr. On se dit qu'on se fait un update comme ça tous les ans, des meilleurs vidéoprojecteurs à partir de maintenant. Et on se retrouve dans tous les cas bientôt dans plein d'émissions. Sachez qu'on est en live sur Twitch au quotidien pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne Twitch, mais également poser vos questions dans les commentaires. Peut-être que des personnes vous répondront, même nous, on pourra essayer de vous répondre à vos questions sur les vidéoprojecteurs. Sur ce, abonnez-vous, mettez un like et écoutez, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.